Le casse-croûte juridique sur le thème de l'abandon de poste, savoir si c'est un licenciement ou une démission présumée, comme c'est affiché dans ce joli titre préparé pour vous. Donc l'idée, c'est d'échanger 45 minutes, 1 heure sur ce sujet, voir les nouvelles applications législatives, réglementaires, les questions que ça a pu soulever. Et avec Sandrine Paris-Fait, on va répondre ensuite à vos différentes questions. Donc, pour ceux qui sont en salle, bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions directement. Et ceux qui sont à distance, il y a un petit chat en bas de l'écran qui vous permet de poser vos questions et qui nous permettront d'y répondre en fin d'intervention et engager un échange. Donc, l'échange se fera avec moi, donc Pierre Toby. Je suis avocat depuis plus de 12 ans maintenant. C'est un des cabinets Capstan à Nantes, spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Casse-croûte juridique à la maison de l'avocat. Et pour ma part, je m'appelle Sandrine Paris. Je suis avocat en droit du travail depuis 25 ans et j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Atalante Avocat qui conseille et défend majoritairement les cadres salariés. Donc, nous allons aujourd'hui nous poser la question de savoir si, lorsque un salarié est en abandon de poste, il faut mettre en œuvre cette nouvelle procédure qui a été introduite par la loi du marché du travail du 21 décembre 2022, applicable depuis le 19 avril 2023. Est-ce qu'il y a des salariés exclus du dispositif? Quelles sont les conditions d'application de cette loi? Quelle est la procédure? Quelles sont les choses trappes à éviter? Nous allons répondre à toutes ces questions avec un plan en 3 parties. Nous allons commencer par, en 1, la notion d'abandon de poste et notion de démission, en évoquant la jurisprudence antérieure à la loi de 2023. En deuxième partie, nous évoquerons plus précisément la procédure à proprement parler, la procédure vraiment en entrant dans le détail de cette nouvelle présomption de démission alternative au licenciement. C'est Pierre essentiellement qui approfondira la question. Et en troisième partie, nous évoquerons la saisine du conseil de prud'homme par le salarié. Je vais commencer la première partie sur l'abandon de poste et la notion de démission et la jurisprudence antérieure à la loi du 19 avril 2023. Alors, je parle de loi du 19 avril 2023. Pour être plus précise, c'est la loi du 21 décembre 2022 qui attendait son décret d'application qui est paru au JO et qui est donc applicable, cette loi, depuis le 19 avril 2023. Donc, auparavant, on va se poser la question de savoir ce qu'était une démission au sens de la jurisprudence, ce que j'évoquerai dans un A. Et en deuxième partie, dans un B, nous évoquerons ce que la jurisprudence affirmait à propos de l'abandon de poste. Est-ce que l'abandon de poste, avant la loi, constituait une démission ou pas? Donc, grand A, la nécessité à l'époque, avant la loi, d'une démission claire et non équivoque de la part du salarié de vouloir rompre son contrat de travail. La nécessité d'une volonté claire et non équivoque, ça date de 1987. 1987, ça fait exactement 36 ans. Que la Cour de cassation affirme, après arrêt, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque. Premier arrêt en la matière, 7 mai 1987. La Cour de cassation n'a pas évolué sur la nécessité d'un acte, d'une volonté claire et non équivoque, mais a précisé ce qu'elle entendait par une volonté claire et non équivoque. Et a pris en compte essentiellement 3 paramètres. 1, l'état psychologique du salarié.
2, la pression de l'employeur et les menaces de licenciement. Et 3, le comportement fautif de l'employeur. La Cour de cassation considère que lorsque l'état psychologique du salarié est altéré, il ne peut pas y avoir une volonté claire et non équivoque de démissionner. Et elle a rendu une multitude d'arrêts en ce sens. Elle vise notamment le coup de colère, jurisprudence bien connue du 7 avril 1999, où le salarié, sur un coup de colère, quitte l'entreprise en disant « je démissionne ». La Cour de cassation considère que ce n'est pas une manifestation claire et non équivoque de vouloir démissionner. Idem pour le mouvement d'humeur. Même chose pour l'émotion. Le salarié est sous le coup de l'émotion parce qu'on vient de lui faire des reproches ou bien parce qu'il a, il a appris quelque chose à titre personnel et qu'il veut partir de l'entreprise en disant encore une fois « je m'en vais, je démissionne ». La Cour de cassation nous rappelle, 12 février 2016, que ce n'est pas la manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner. La Cour de cassation va même plus loin puisqu'elle considère que le salarié qui est en état dépressif réactionnel ne peut pas manifester sa volonté claire et non équivoque de démissionner. S'il est en dépression, sa volonté est altérée. Donc là encore, pas de démission. Et encore, à mon sens, beaucoup plus loin et donc beaucoup plus favorable au salarié, la Cour de cassation considère également que le salarié qui a travaillé toute la nuit, qui est dans un état de fatigue avancé, qui au petit matin dit à son employeur qu'il en a assez et qu'il veut démissionner, la Cour de cassation considère là aussi qu'il n'y a pas volonté claire et non équivoque de démissionner. C'est un arrêt du 18 janvier 2012. Deuxième point, les pressions de l'employeur. L'employeur, dans certains cas, a plus envie que le salarié démissionne que le salarié lui-même. Et donc, peut, c'est déjà arrivé puisque la jurisprudence y répond, peut rédiger la lettre de démission du salarié à la place du salarié et lui intimer l'ordre de signer cette lettre de démission. Avantage pour l'employeur, puisque si le salarié démissionne, l'employeur n'a à payer ni préavis, ni indemnité de licenciement, et a priori, limite son risque prud'homal. Sauf que la jurisprudence, là aussi, est venue encadrer la volonté claire et non équivoque du salarié, puisqu'elle précise que dans ce cas, lorsque le salarié peut démontrer qu'il a subi les pressions de l'employeur pour signer une lettre de démission, ou bien qu'il a lui-même rédigé une lettre de démission, mais parce qu'il avait été menacé par l'employeur de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, ou bien même menacé de menaces pénales, dans ces cas, la Cour de cassation, encore une fois, considère qu'il n'y a pas volonté claire et non équivoque de démissionner. Donc, pas de démission. Enfin, le comportement fautif de l'employeur est un paramètre qui vient également permettre de qualifier ou disqualifier la notion de démission. Depuis 20 ans à peu près, et précisément depuis un arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où il y a des manquements de la part de l'employeur, le salarié qui rédige un courrier, même s'il l'appelle démission, ce courrier ne peut pas être considéré comme une démission dès lors que, et là, pour ceux qui pratiquent le droit du travail au quotidien, ça va vous rappeler quelque chose, dès lors que les manquements de l'employeur sont bien existants. C'est-à-dire que le Conseil de prud'homme a l'obligation d'analyser les manquements qui sont reprochés à l'employeur de la part du salarié. Et si ces manquements sont constitués, eh bien, dans ce cas, la démission, qui est en réalité une prise d'acte de la rupture, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et si les manquements ne sont pas constitués ou bien ne sont pas suffisamment graves, ou encore, de manière très pratique, ne sont pas suffisamment étayés, le Conseil de prud'homme, dans le droit fil de la Cour de cassation, le Conseil de prud'homme va considérer que
cette démission est bien, ou prise d'acte, est en réalité bien une démission privative des indemnités Pôle emploi. Donc à ce stade, on comprend que la notion de démission était en tout cas, extrêmement restrictive dans son appréciation par les tribunaux, les juges du fond et également par la Cour de cassation. Toutefois, il y a des cas extrêmement rares où la volonté claire et non équivoque du salarié a été admise. Ce sont des cas de jurisprudence que vous trouverez en cherchant un peu. Mais il faut quand même préciser que de manière globale, l'abandon de poste, notamment, n'a jamais été considéré comme la volonté claire et non équivoque pour un salarié de démissionner. Donc, on en arrive au deuxième petit point. L'abandon de poste par le salarié ne caractérisait déjà pas cette volonté claire et non équivoque de démissionner. L'abandon de poste, qu'est-ce que c'est? Les avocats le savent, ceux qui ne le sont pas auront cette précision qui est que l'abandon de poste, c'est pour le salarié le fait de ne pas se présenter à son poste de travail sans pour autant justifier de son absence. Jusqu'à présent, jusqu'à cette loi en tout cas, lorsque le salarié était en abandon de poste, l'employeur le mettait en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence, et le salarié qui ne reprenait pas pour autant n'était pas considéré comme démissionnaire. Que faisait l'employeur? Il n'avait d'autre alternative que soit de ne rien faire et de laisser le salarié absent dans les effectifs de l'entreprise, soit de le licencier pour faute grave. Mais en tout état de cause, la jurisprudence était très claire. L'abandon de poste, donc le fait de ne pas se présenter à son poste de travail, même si ça durait 6 mois, même si ça durait 1 an, n'était jamais considéré, sauf cas d'espèce et vraiment très particulier que j'ai évoqué tout à l'heure, n'était jamais considéré comme un salarié démissionnaire. Exemple, le salarié cuisinier qui part en plein rush, en plein travail du restaurant, une veille de jour férié, alors qu'il était déjà en mauvais terme avec son employeur et qui ne s'est pas présenté ni même manifesté jusqu'à la saisine du Conseil de prud'homme, la Cour de cassation considère que la démission n'est pas retenue. Il fallait licencier le salarié. De la même manière, le seul fait pour le salarié de ne pas reprendre le travail malgré les mises en demeure de l'employeur ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner. On en arrive au point où la démission est vue de manière extrêmement restrictive, l'abandon de poste n'est pas une démission, et qu'est-ce qui se passe pour le salarié avant cette loi qui cherche à partir de l'entreprise mais qui évidemment veut percevoir les indemnités Pôle emploi? De manière extrêmement classique et stratégique, le salarié faisait un abandon de poste. Pourquoi? Parce qu'en faisant un abandon de poste, en ne se présentant pas à son poste de travail sans pour autant justifier de son absence, l'employeur, dans la majeure partie des cas, ne le laissait pas dans les effectifs de l'entreprise, mais était proactif, le convoquait à un entretien préalable de licenciement en général où le salarié ne se rendait pas et le licenciait dans la foulée pour faute grave. Faute grave, privative des indemnités de licenciement, privative de l'indemnité compensatrice de préavis. Mais quel était l'avantage pour le salarié? Évidemment, bénéficier de Pôle emploi. Parce que dès lors que la rupture est à l'initiative de l'employeur, quel que soit le motif, le salarié pouvait bénéficier des indemnités Pôle emploi. Et il suffisait de cliquer sur Internet et de chercher
abandon de poste ou comment sortir de son entreprise tout en bénéficiant de Pôle emploi, vous tombiez sur la solution miracle de l'abandon de poste. Et combien de clients sont venus nous voir en nous disant « je veux partir de mon entreprise, mais je ne veux pas démissionner, je vais faire un abandon de poste ». Et là, évidemment, se poser la question de savoir si c'était opportun, pas opportun, mais quoi qu'il en soit, le salarié, lui, ce qu'il voulait, c'est bénéficier de Pôle emploi. Donc, une fois qu'il était parti de l'entreprise et qu'il était licencié, il avait obtenu ce qu'il voulait. Les sénateurs, dans le cadre de cette loi et de la discussion de cette loi marché du travail, conscients de cet écueil monumental, ont proposé un amendement pour rétablir une égalité de traitement entre les salariés démissionnaires qui posaient réellement leur démission et donc qui ne bénéficiaient pas des indemnités versées par Pôle emploi et les salariés démissionnaires mais qui ne posaient pas leur démission et usaient de stratégies en passant par un abandon de poste pour être licenciés pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse pour l'employeur, de façon à bénéficier des indemnités Pôle emploi. Les sénateurs conscients de cela ont instauré cet amendement de façon à rétablir une égalité. De cette manière, on arrive à la présomption de démission, alternative au licenciement pour faute grave, qui a pour seul objectif de priver le salarié qui a réalisé un abandon de poste de ses indemnités Pôle emploi. Donc, nous allons maintenant aborder précisément la procédure à mettre en œuvre dans l'hypothèse de l'abandon de poste d'un salarié. Donc, effectivement, Sandrine vous a rappelé tout le contexte qui a permis d'arriver à cette évolution législative et réglementaire. Parce qu'effectivement, il y avait cette difficulté de la démission qui n'ouvre pas droit au Pôle emploi, de salariés qui souhaitaient en bénéficier, avec généralement sur ce type de licenciement à abandon de poste, le refus par l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle parce que c'est coûteux. En plus, là, on vient de passer à un forfait social à 30%, donc il y a encore moins d'acceptation de la part des entreprises d'aller dans le projet de reconversion d'un salarié qui souhaite partir de l'entreprise en touchant l'indemnité licenciement et bien sûr les aides sur le Pôle emploi et éventuellement aux créations d'entreprises. Et donc, par rapport à ces tensions qui pouvaient exister entre des salariés et des entreprises, Maître Paris l'a rappelé, ça a créé des problématiques d'organisation pour l'employeur, puisqu'il y a aussi, au-delà des arrangements qui pouvaient exister entre l'entreprise et le salarié, vous avez des entreprises qui, refusant une rupture conventionnelle, le salarié abandonne son poste et désorganise son service ou son entreprise en fonction des niveaux de responsabilité. Et là aussi, ça posait de sérieuses problématiques pour les entreprises en termes de qu'est-ce que je fais de ce salarié? Je le maintiens dans l'emploi, je dois le licencier, je le considère démissionnaire. Et on se retrouve avec des difficultés, notamment face à des juges qui nous disent vous, en tant qu'employeur, vous devez réagir. Vous ne pouvez pas laisser la situation perdurer et donc vous devez prendre la main sur le licenciement pour abandon de poste. Et donc licencier avec un risque prud'homal derrière éventuellement. Et donc, devant l'ampleur du phénomène, quand on reprend un peu les statistiques, en 2022, il y a eu à peu près, recensé par le ministère du Travail, 173 000 licenciements pour faute grave. Parmi les 173 000 fautes graves, il y avait 116 000 abandons de poste. C'est assez parlant pour montrer l'ampleur du dispositif et qui a incité l'État à réagir pour justement moins grever les finances du Pôle emploi. Et donc, nous est sorti un petit peu de manière assez rapide, on le verra après, ce texte sur la présomption de démission. Donc, le but, c'est de dire présomption de démission, vous, employeur, vous n'avez plus le choix, vous devez rentrer dans ce dispositif-là et ne plus utiliser le licenciement pour abandon de poste qui permet aux salariés de toucher notamment les animations Pôle emploi. Et donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il y a ou pas la possibilité pour l'entreprise de choisir? Est-ce que face à un abandon de poste, je dois forcément suivre ce nouveau dispositif
ou est-ce que j'ai encore une certaine liberté, au regard de mon pouvoir de direction, d'aller vers un licenciement? Alors, il y a plusieurs positions qui peuvent être soutenues. Il y a celle de l'administration. L'administration, le ministère du Travail, a sorti rapidement un question-réponse qui a disparu tout aussi rapidement et qui considérait que l'employeur, lorsqu'il veut mettre fin à la relation de travail avec le salarié, doit, c'est pas peut, c'est doit, c'est de l'impérié, doit mettre en œuvre la procédure de présomption de démission. Et donc là, on a l'impression que ça exclut la possibilité d'aller licencier pour faute grave. Sauf que dans cette exclusivité de procédure, les textes, on les verra après, nous disent aussi que l'employeur peut choisir d'aller sur ce terrain-là. Et il peut maintenir le salarié dans son absence injustifiée, dans son abandon de poste, sans traiter la situation. Je le garde dans mes effectifs. Donc il y a quand même une incertitude assez importante sur ça. L'autre point, c'est sur les juges. Comment un magistrat, conseil de prud'homme, cour d'appel, cour de cassation, vont interpréter ce nouveau dispositif? Pour la Cour de cassation, on peut faire des analogies avec ce qui a pu se passer sur la rupture conventionnelle, qui est arrivée en 2007 ou 2008, si je ne dis pas de bêtises, pour nous dire s'il y a une rupture d'un commun accord quand vous êtes en CDI, c'est la rupture conventionnelle. Aujourd'hui, la Cour de cassation elle est très claire. On n'a pas d'autre moyen pour rompre d'un commun accord un contrat de travail. Alors, est-ce qu'ils vont reproduire cette jurisprudence sur la présomption de démission? Là, c'est un gros point d'interrogation. On verra aux premières décisions qui vont tomber. Je ne pense pas qu'un conseil de prud'homme se soit encore prononcé là-dessus. C'est assez récent. Et il y a quand même une certaine frilosité de la part des entreprises, on y reviendra, à utiliser ce mode de rupture. Le troisième point sur cette notion d'exclusivité ou pas, c'est que l'employeur, s'il ne veut pas utiliser cette présomption de démission, il lui reste quoi? Il lui reste la faute grave. Faute grave qui veut dire risque de prud'homme, de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais c'est la question de savoir, est-ce qu'un salarié qui se fait licencier pour faute grave va venir devant le juge pour dire bah, finalement, ce n'est pas un licenciement, c'est une démission. Et du coup, se priver lui-même des indemnités Pôle emploi pour aller chercher une indemnité de licenciement, éventuellement une indemnité de préavis, s'il ne l'a pas effectué. Dans le cas de la démission, on le verra là aussi tout à l'heure. Et puis aussi, l'autre problématique, c'est, et là aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation, vous le verrez, c'est la réaction du Pôle emploi. Que va faire Pôle emploi? Ils vont dire, quelqu'un a abandonné son poste, vous l'avez licencié, donc il touche les indemnisations chômage, donc je subis un préjudice parce que vous auriez dû, selon l'administration, utiliser ce nouveau principe de présomption de démission. Alors, les questions qu'on peut nous dire, c'est dans l'attestation de Pôle emploi, il y aura écrit licenciement faute grave. Donc, il n'y a pas écrit abandon de poste. Donc, peut-être que les CERFA vont évoluer, mais pour l'instant, on est toujours sur abandon de poste, faute grave, pardon. Et donc, sauf, et ça, j'ai vu quelques cas dans des dossiers, où le Pôle emploi demande au salarié copie de sa lettre de licenciement. Et si dans la lettre de licenciement, il est écrit abandon de poste, peut-être que Pôle emploi requalifierait cela en termes de traitement de l'indemnisation. Mais là encore, on est vraiment sur des questions qu'on se pose et sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui les réponses. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet du texte qui nous pose tant de questions, je vais vous le lire pour effectivement repositionner bien le débat. C'est désormais l'article 1237-1-1 du Code du travail qui nous dit quoi? Il nous dit le salarié qui a abandonné volontairement son poste et, c'est important, ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste. Alors, un instant, petit souci technique, petit problème de partage, ça doit être réglé.
Et donc oui, je disais, après avoir été mis en demeure, de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée, et là, on peut, l'esprit juridique, l'humour juridique, ou par lettre remise en main propre contre décharge. Je rappelle que le salarié est en abandon de poste, on ne le voit plus, il n'est plus dans l'entreprise. Si jamais on voit des lettres remises en main propre contre décharge, on peut se douter qu'il y a un arrangement entre l'employeur et le salarié et qu'on va peut-être pas rentrer dans le cadre de la démission présumée. Donc, dans le délai fixé par l'employeur, présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. On verra ce délai de 15 jours. Et donc, le salarié qui conteste la rupture de ce contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'homme. Et là, c'est toujours aussi dans cette notion de rapidité de la procédure, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous saisissez un conseil de prud'homme, il y a une phase normalement obligatoire de conciliation. Là, on a le législateur qui nous dit non, on va directement devant le bureau de jugement et le conseil de prud'homme doit normalement statuer dans un délai d'1 mois. Alors, on est souvent audiencé dans ce délai-là. Après, à savoir, est-ce qu'on arrive à juger dans ce même délai, c'est autre chose, parce que bien évidemment, il y a le principe du contradictoire, les échanges d'arguments entre avocats interposés, qui souvent nous amènent à des délais un petit peu plus longs. Et donc derrière, on renvoie à un décret en Conseil d'État pour déterminer les modalités d'application du texte. Vous le verrez, ce n'est pas non plus si simple que ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment avec ces questions-réponses. Nous allons voir maintenant le champ d'application de cette nouvelle procédure de présomption de démission. Est-ce que tous les salariés sont concernés? La question se pose en premier lieu et la réponse est non. Tous les salariés ne sont pas concernés. Sont exclus du dispositif, en premier lieu, les salariés qui sont en période d'essai. Pourquoi? Parce que, alors là encore, c'est une interprétation des textes. Il n'est pas écrit noir sur blanc que les salariés en période d'essai étaient exclus du dispositif, mais après analyse de la position du texte dans le Code du travail, et en l'occurrence, le texte, donc 1237.1.1, est situé dans le titre 3 du livre 2 de la première partie du Code du travail, qui porte sur la rupture du contrat à durée indéterminée. Et à partir de cet élément-là, on peut en déduire à la lecture de 1231.1 du Code du travail, qui justement précise quels sont les modes de rupture du contrat à durée indéterminée, l'on peut en déduire que les salariés en période d'essai ne sont pas concernés. Pourquoi? Je vais vous lire l'article 1231.1 qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Et c'est l'alinéa 2 qui va nous intéresser. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. On déduit donc de la position du texte dans le Code du travail et de cet alinéa 2 de l'article 1231-1 que cette présomption de démission n'est pas applicable aux salariés en CDI, certes, mais en période d'essai. Deuxième exclusion, les salariés en CDD. Exactement pour les mêmes raisons, puisque le texte est situé dans la partie réservée aux ruptures du contrat à durée indéterminée. Une rupture de CDD, ce n'est pas une rupture de contrat à durée indéterminée. Et en plus, une rupture de CDD, ça entre dans des cas extrêmement limitatifs. Les CDD sont exclus au même titre que les salariés en période d'essai. Pierre va maintenant aborder les questions-réponses du ministère, précisément, et la question des salariés protégés. Sur la question, juste pour rebondir sur ce que tu disais, des CDD, les cas de rupture
Alors oui, c'est mis dans la partie rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Donc par déduction, on se dit que ça ne s'applique pas au CDD, mais c'est aussi que dans le Code du travail, il y a un article spécifique sur les cas de rupture des CDD. Je les cite pêle-mêle, hein. Vous avez l'inaptitude, la force majeure, la faute grave, rupture d'un commun accord, notamment. Et donc on se dit que si le législateur avait voulu intégrer la présomption de démission sur le CDD, il aurait certainement rajouté un tiret à cet article-là pour l'intégrer dans ce champ d'application. Donc on pense qu'il y a une exclusion par rapport à ça. Le question-réponse du ministère, bon, il nous laisse plus de questions que de réponses. Notamment sur le choix et la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de l'entreprise d'aller sur autre chose que cette présomption de démission. Et on le verra, il nous apporte différents degrés d'interrogation sur les réponses qu'il apporte, notamment sur les délais. On parlera tout à l'heure du délai de 15 jours. Il part quand, il s'arrête quand, qui le lance. C'est assez flou tout ça, et il y a pas mal de sujets qui peuvent intervenir là-dessus. Mais en tout cas, sur cette notion d'exclusivité, je le répète, pour l'administration, l'employeur n'aurait pas le choix. N'aurait pas le choix. Se pose la question, est-ce qu'il a le choix aussi pour les salariés protégés? Salariés protégés, que je sois élu CSE, délégué syndical, vous le savez normalement, pour ceux qui ne le savent pas, vous devez avoir l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder à leur licenciement ou à la rupture conventionnelle de leur contrat de travail. Donc, est-ce que les salariés protégés peuvent se voir opposer cette présomption de démission? Ni le texte légal, ni le texte réglementaire, ni le question-réponse n'abordent cette question. On ne sait pas. On peut faire le parallèle, on en parlait encore tout à l'heure, quand un salarié protégé démissionne, de manière classique, en disant, bah voilà, j'ai trouvé un nouvel emploi, mieux payé, mieux rémunéré, plus intéressant, bah, je n'ai pas besoin de l'autorisation de l'inspection du travail. Je suis seul décisionnaire en tant que démissionnaire. Même chose si je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Sandrine, tout à l'heure, vous parlez des manquements possibles d'un employeur sur la formation, sur la sécurité. Si je considère que mon employeur manque à ses obligations, je peux prendre acte de la rupture à ses torts et je n'ai pas besoin non plus de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Mais quid là du fait que c'est l'entreprise qui va spontanément, parce que j'ai abandonné mon poste ou que je n'y ai plus à mon travail, que je suis mis en demeure de reprendre ce poste, je ne réponds pas, je ne suis justifié d'aucune excuse. Est-ce que je dois demander l'autorisation à l'inspection du travail ou pas, ou est-ce que mon entreprise, par un simple tampon sur une lettre, va considérer que je suis démissionnaire? Là aussi, ça peut donner lieu à de sacrés contentieux, sacrées questions qui, pour l'instant, n'ont pas de réponse. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais il y a quand même des risques importants derrière, puisque si le salarié protégé vient par exemple d'être élu, qu'il a un mandat de 4 ans, vous pouvez potentiellement, au-delà des indemnités de licenciement, du préavis, lui devoir un rappel de salaire, c'est une moyenne de réintégration sur 4 années. Et là, ça commence à chiffrer en termes de préjudice financier pour l'entreprise d'une situation qu'il subit, parce que c'est le salarié qui, à la base, a abandonné son poste de travail. Pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre et la question des salariés protégés, on a dans la rupture conventionnelle un texte qui prévoit expressément la nécessité de solliciter l'autorisation d'inspection du travail dans 1237-15. Donc on peut, à contrario, légitimement en tirer que si à l'heure actuelle, nous n'avons pas de texte obligeant, dans le cas de la présomption de démission, l'employeur à solliciter l'autorisation d'inspection du travail, contrairement à la rupture conventionnelle, c'est qu'a priori, il n'y a pas nécessité de demander l'autorisation à l'inspection du travail. Tout est dans le a priori. Nous en arrivons à la partie C, la nouvelle procédure de présomption de démission, avec un article, vous l'aurez compris, dans cette
nouvelle procédure, il y a 2 articles à retenir. L 1237-1.1 et R, qui est le décret d'application, R 1237-13. Et c'est tout. Donc R 1237-13 nous dit quoi? Je vous le relis pour qu'on sache exactement de quoi on parle. L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend, j'insiste sur le entend parce que nous avons une petite discorde à ce sujet, entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L 1237-1-1, le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que notamment, là aussi j'insiste sur le notamment, les juristes savent ce que signifie un notamment dans un texte, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. Le délai mentionné au premier alinéa de L 1237-1.1 ne peut être inférieur à 15 jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. Et Pierre va vous préciser ce qu'il en est de la mise en demeure et du délai et des hypothèses qui s'en suivent par rapport à la réaction du salarié. Effectivement, ce décret pose certaines conditions je veux dire de validité de la mise en demeure pour que l'employeur puisse derrière valablement faire jouer cette présomption de démission. Donc cette mise en demeure, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Je dois, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, demander la raison de l'absence du salarié pour recueillir sa justification qui doit être normalement un motif légitime. Dans cette mise en demeure, je demande cette raison de l'absence. Je dois aussi préciser le délai dans lequel il doit m'apporter une réponse, un délai de 15 jours. 15 jours qui va compter, comme Sandrine vous l'a dit, 15 jours à compter de la présentation de la mise en demeure. Le décret ne nous dit pas si c'est 15 jours calendaires, 15 jours ouvrés, 15 jours ouvrables. Donc, a priori, le question-réponse nous dit calendaire. Dans les réponses ministérielles. Donc, ça veut dire jour férié, week-end inclus. Vous prenez 15 jours de date à date. Normalement, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et l'autre information qu'il faut mettre dans cette mise en demeure, c'est de rappeler aux salariés que passé ce délai, sans reprise à son poste de travail et sans justification, il sera considéré comme démissionnaire. Démissionnaire avec les conséquences que ça implique sur la perte du droit à indemnisation. Si une mise en demeure ne contient pas toutes ces mentions, ces informations, ma préconisation serait, avant de faire jouer la démission présumée, de refaire un courrier aux salariés pour dire je n'ai pas eu de réponse à ma mise en demeure, je vous précise les points suivants, l'absence, la reprise du poste et la conséquence de l'absence de réponse et ou de reprise du poste, puisque un salarié dans ce cadre-là pourrait, on le verra dans les différentes hypothèses, apporter une excuse, légitime ou pas, ou ne pas apporter d'excuse, reprendre son poste. Donc comment on traite la situation dans ces cas-là? On va avoir plusieurs hypothèses en fonction de la réaction du salarié. Donc, cette mise en demeure préalable, lorsque l'employeur choisit de l'envoyer, puisque on l'a vu, il peut ne pas le faire, puisque notamment, Sandrine, tu disais tout à l'heure qu'on avait un petit point de désaccord sur les termes du texte, mais je pense qu'il pourrait y avoir
aujourd'hui une quarantaine de personnes, on peut avoir peut-être une vingtaine d'avis contraires, c'est entend faire valoir la présomption de démission. Moi, je l'entends dire, si je veux finalement sanctionner mon salarié qui abandonne son poste par une présomption de démission, le texte m'en donne la possibilité. Toi, ta position, serait plutôt de dire, je fais ce que je peux le licencier encore pour faute. Le texte utilise le verbe entendre, faire valoir. À partir du moment où l'employeur n'entend pas faire valoir la présomption de démission, à mon sens, il peut parfaitement licencier son salarié pour faute grave. Mais en revanche, s'il entend faire valoir la présomption de démission, il a dans ce cas l'obligation d'en passer par la mise en demeure avec les délais et la teneur de la mise en demeure et la suite de la procédure. Mais à mon sens, il a le choix. Oui, c'est un choix. Après, c'est un choix de terme, puisque, par exemple, quand on reprend le question-réponse du ministère, la question, c'est est-ce que je suis obligé, l'employeur est obligé d'envoyer la mise en demeure au salarié qui abandonne son poste? La réponse, c'est oui. Et à contrario, il dit si l'employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n'a plus vocation à engager une procédure pour faute. Donc, on a quand même cette dichotomie à ce niveau-là. Et là où, effectivement, et c'est aussi les joies du droit du travail, où on n'est pas d'accord, c'est que moi, je considère que si je veux aller vers un abandon de poste, je dois faire cette présomption de démission sous réserve que je n'ai pas d'excuses légitimes et que le salarié ne reprend pas son poste. Si je veux aller sur un licenciement, il faudrait que j'aille sur un autre motif que l'abandon de poste. Alors ça peut être l'absence injustifiée. On n'est pas loin de l'abandon de poste, mais c'est pas le même terme. L'insubordination parce que je refuse de venir travailler ou d'exécuter loyalement mes fonctions. Mais je vois vos sourires, on est vraiment sur un jeu de mots. On est vraiment sur une ligne jaune qui peut devenir orange, rouge, selon l'interlocuteur qu'on peut avoir en face, qui sera l'administration publique, soit l'administration du travail, soit le pôle emploi, soit éventuellement un juge et un avocat adverse côté salarié qui va prendre une position différente en disant vous auriez pu faire autre chose. Sachant que la position du ministère de dire l'employeur peut ne rien faire et laisser la situation comme ça, je ne la trouve pas forcément évidente, même gênante, parce qu'on a de la jurisprudence, alors sous l'ancienne législation, qui nous disait que l'employeur doit prendre la main et licencier pour abandon de poste d'un point de vue disciplinaire. Alors, évolution législative par rapport à l'évolution jurisprudentielle, là encore, on a un point d'interrogation. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais attention à ces enjeux. Si demain, vous ne voulez pas utiliser cette présomption de démission, mais que vous voulez quand même licencier un salarié pour faute grave, je n'utiliserai pas le terme d'abandon de poste. Il faut aller voir sur d'autres obligations du salarié pour aller justifier son licenciement. Rebondir sur ce que vient de dire Pierre et aller dans le sens d'une option, à mon sens. Je soulignerai juste que le ministère, lors d'une annonce à la presse faite en fin avril 2023, a déclaré que, je cite, in extenso, si une mise en demeure est effectuée à la suite d'un constat d'un abandon de poste et qu'aucun motif légitime n'est apporté par le salarié, l'employeur qui souhaite se séparer de son salarié n'a désormais pas d'autre choix que de déclarer le salarié démissionnaire. Il ne peut pas utiliser le licenciement pour faute. Je déduis de cette annonce que l'obligation d'utiliser la présomption de démission court à compter du moment où l'employeur a fait une mise en demeure. S'il n'a pas fait de mise en demeure, il a encore toute latitude, sens, avec le risque que ça comporte, de licencier pour faute. À voir selon vos interprétations et celle de la Cour de cassation à venir. Alors justement sur les interprétations et j'ai envie de dire
la façon dont vous allez pouvoir réagir à cette situation qui peut se présenter désormais, on a plusieurs hypothèses. Une fois que le délai de 15 jours est passé, ou quand on est dans ce délai de 15 jours, la première des hypothèses, ça va être le salarié qui reprend son poste. Le salarié revient avant l'expiration du délai de 15 jours. Là, c'est clair, il n'y a pas de présomption de démission. Après, vous devrez traiter en tant que RH ou en tant qu'entreprise la période où il n'aura pas justifié de son absence. Je peux reprendre mon poste sans justifier du motif pourquoi je n'étais pas là. Donc, à vous de voir, avertissement disciplinaire, mise à pied, autre sanction qui peut être un licenciement, si ça a désorganisé l'entreprise en fonction des responsabilités de l'entreprise, du salarié. S'il était absent pendant 14 jours, qu'il revient le 15e, j'ai quand même la main sur l'appréciation de cette absence injustifiée et sur la réponse disciplinaire que je peux y apporter. Après, en fonction des cas, si c'est un salarié qui a un dossier disciplinaire long comme le bras, vous êtes peut-être moins enclin à faire preuve de bienveillance à son égard qu'un salarié pour qui ça arrive pour la première fois et qui vous explique sans justificatif à l'appui qu'il a eu un souci familial, personnel, et qu'il n'a pas pu répondre pour X ou Y raison à la mise en demeure ni justifier de son absence. Donc, on a la deuxième hypothèse qui peut intervenir, le salarié qui ne répond pas, ne reprend pas son poste de travail ou répond qu'il ne reprendra pas sans autre explication. Là, on rentre un peu dans le dispositif de la présomption de démission. Je remplis presque toutes les cases. Je ne réponds pas, je ne reprends pas mon poste, j'apporte aucune justification. Je peux être considéré comme démissionnaire. Et donc là, on a privation des indemnités chômage, sauf le cas où le salarié va contester cette démission quelque part imposée et saisir le conseil de prud'homme pour faire valoir ses arguments qu'il n'aura pas fait valoir auprès de l'employeur, mais il va les faire valoir auprès d'un conseil de prud'homme pour dire je n'ai pas abandonné volontairement mon poste, je vous explique pourquoi et je vous demande de requalifier cette démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par exemple, et percevoir des indemnités correspondantes. Alors, dans cette hypothèse-là, avant d'arriver devant le conseil de prud'homme, vous aurez à traiter la question du préavis. Parce que la démission donne droit, pour l'entreprise, en termes de désorganisation, à un préavis. Donc, que faire lorsque mon salarié a abandonné son poste? En principe, et je n'ai pas vu d'opposition dans les textes, le salarié est tenu d'effectuer son préavis. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous dispensez le salarié d'effectuer son préavis, mais dans ce cas-là, c'est à vous de le rémunérer en tant qu'entreprise. Soit vous laissez la situation se faire, il en abandonne le poste, il sera en absence toujours injustifiée et non rémunéré. Donc derrière, mais dans l'absolu, ce préavis est dû par le salarié et va courir, à mon sens, au regard des textes, à compter de la date de démission présumée, donc au lendemain de l'expiration du délai de 15 jours. Alors sur ce point, le question-réponse du ministère n'est pas très clair, puisqu'il nous dit que le délai pour le préavis pour à compter du jour ultime fixé par l'employeur. Sauf que le jour ultime, c'est encore dans le délai de 15 jours pour apporter une réponse. Donc là aussi, c'est pas très clair. Moi, ma préconisation, mais je pense que Sandrine est d'accord avec moi, c'est le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, va courir le délai de préavis d'un mois, 2 mois, 3 mois en fonction du statut et de l'ancienneté du salarié. Juste une précision Oui. sur le délai. On a dit tout à l'heure qu'on ne savait pas si c'était des jours calendaires ou des jours ouvrables. Dans le Code du travail numérique qui se trouve sur le site du ministère du Travail, il est question de jours calendaires. Donc on a quand même, a priori, cette réponse à minima, partons sur des jours calendaires. Nous allons aborder maintenant la troisième partie. Troisième hypothèse, c'est peut-être la plus compliquée à gérer pour une entreprise. C'est le salarié qui répond et justifie son abandon de poste par un motif, alors je vais me dire entre guillemets légitime, puisque Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, il y a une liste non exhaustive qui a été citée par le décret. Donc on a les raisons médicales, le droit de retrait, le droit de grève, le refus d'exécuter sa mission parce que j'aurais reçu une instruction contraire
à l'ordre public ou à une réglementation. Imaginons un salarié à qui vous dites va déverser des déchets toxiques dans telle rivière parce que j'ai pas envie de les traiter, ça coûte cher. Bah, si vous refusez ça et que vous n'allez pas faire cette journée de travail, ce serait difficile pour l'entreprise de considérer que vous êtes en démission présumée. Par contre, l'adverbe notamment fait que vous pourriez avoir pléthore d'excuses ou de motifs que le salarié va considérer comme légitimes, mais que l'employeur va se dire bah, pour moi, ça ne l'est pas. Exemple tout bête, ma voiture est en panne. Le garagiste me dit que j'ai 15 jours pour avoir les pièces. J'habite à la campagne. J'ai pas de transport en commun. J'ai pas un collègue qui peut faire du covoiturage. Et donc, je dis à mon employeur, bah, je viens pas pendant 15 jours. J'ai une excuse légitime parce que je peux pas venir, mais est-ce que ça justifie mon absence au travail? Pour moi, non. Mais par contre, est-ce que moi, en tant qu'entreprise, ça va me permettre d'aller dans le dispositif de démission forcée? Parce que je le rappelle, enfin, démission forcée, démission présumée, c'est j'abandonne volontairement mon poste. Donc cette notion de volontairement, bah, c'est ma voiture qui est en panne, je ne l'ai pas fait exprès. Donc ça pourrait aller sur plein d'autres motifs, on va dire légitimes, qui au regard du droit du travail ne vont pas me permettre d'avoir une absence rémunérée, mais je ne suis pas démissionnaire pour autant. Après, l'employeur, il a tout le volet disciplinaire pour dire bah, attends, c'est à toi de t'organiser pour venir travailler. Ok, ta voiture est en panne, mais tu dois venir travailler. Si tu ne viens pas, ok, tu ne seras pas démissionnaire, mais je peux mettre un avertissement, une mise à pied ou éventuellement aller jusqu'au licenciement pour absence à son poste de travail. Mais ce ne sera pas un abandon de poste en tant que tel. Donc là, il va y avoir tout un débat qui va venir sur chaque situation individuelle que vous aurez à traiter, soit en RH, soit en avocat ou en entrepreneur, pour savoir si l'excuse ou le motif apporté par mon salarié me permet de sortir de cette démission présumée ou me permet de la faire jouer. Et si je ne peux pas la faire jouer, bah, quel est le degré de réponse, notamment disciplinaire, que je peux apporter à l'absence à son poste de travail? On en arrive donc à la troisième et dernière partie de cette présentation, saisine du conseil de prud'homme par le salarié. Dans l'article principal L 1237-1-1 du Code du travail, il est prévu une procédure accélérée pour le salarié qui souhaiterait contester cette présomption de démission, à l'instar de la saisine lorsqu'il y a une prise d'acte de la rupture ou une demande en requalification. Le conseil de prud'homme a 1 mois pour statuer sur le fond. 1 mois. En pratique, nous savons pertinemment que même si le conseil de prud'homme va essayer de donner une date dans le mois, l'affaire ne sera très probablement pas jugée dans le mois, puisque nos dossiers, par exemple en prise d'acte de la rupture, on peut constater par expérience qu'il faut bien plutôt 6 mois, voire 1 an, avant qu'il ne soit véritablement fixé et jugé. Donc là, quid de ce mois et de cette procédure? C'est une belle intention. Après, on la comprend l'intention, puisque le salarié est démissionnaire, considéré comme démissionnaire. Il ne bénéficie donc plus des indemnités Pôle emploi, ou pas des indemnités Pôle emploi. Donc pour lui, il y a une vraie urgence à ce que le conseil de prud'homme statue sur la situation. Le conseil de prud'homme, effectivement, pouvant dire oui, c'est une présomption de démission fondée, et donc monsieur ou madame le salarié, vous ne bénéficierez pas de Pôle emploi puisque c'est la conséquence afférente à cette qualification, ou non, la présomption de démission n'est pas fondée et le conseil de prud'homme requalifie en licenciement de fait sans cause réelle et sérieuse, avec par effet domino des conséquences sur le bénéfice des indemnités pour l'emploi. Donc devant le conseil de prud'homme, dans ce délai d'1 mois, que peut
dans ce délai d'un mois. Je précise, le salarié n'a pas de délai pour engager de procédure devant le conseil de prud'homme. C'est une fois qu'il a saisi le conseil de prud'homme que le conseil de prud'homme a un mois pour statuer. Donc, que peut demander au conseil de prud'homme le salarié? Eh bien, en premier lieu, évidemment, la requalification de cette présomption de démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Licenciement nul, pourquoi et sur quel motif? Eh bien, si le salarié fait valoir un cas de nullité comme le harcèlement moral ou la discrimination, par exemple, la demande qu'il fera sera licenciement nul, avec les conséquences indemnitaires que l'on connaît. Il peut également, évidemment, demander à ce que la présomption de démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En deuxième lieu, que peut demander le salarié? Eh bien, c'est le pendant de sa première demande, une condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, soit pour licenciement nul, soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il fait une demande en requalification en licenciement nul, le barème Macron ne s'applique pas et le salarié pourra demander à minima 6 mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts. Si en revanche, le salarié demande une requalification et est prononcé, jugé une requalification de la présomption de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts auxquels sera condamné l'employeur sont encadrés par le barème Macron, qui est malheureusement, à mon sens, encore largement appliqué par les conseils de prud'homme. Barème Macron, je le rappelle, qui prévoit un plancher de dommages-intérêts et un plafond de dommages-intérêts en fonction de l'ancienneté du salarié. Que peut également demander le salarié devant le conseil de prud'homme? Eh bien, il pourrait aussi demander des dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail qu'il a subi. Quel préjudice distinct? Eh bien, par exemple, celui de ne pas avoir été indemnisé par Pôle emploi et l'insécurité financière dans laquelle ça l'a plongé. Ça, c'est un préjudice distinct. Si le salarié parvient à démontrer que ça a généré des difficultés financières ou des difficultés familiales, à mon sens, il peut aussi solliciter des dommages-intérêts sur ce point. Normalement, si la démission présumée est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, j'imagine que les agences Pôle emploi rétabliront des droits, mais effectivement, il peut y Bien avoir sûr, un mais préjudice il y lié a un à délai. retard. Il y aura un délai. Et évidemment, que peut demander le salarié qui saisit le conseil de prud'homme? Tout ce qui est afférent au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, l'indemnité de licenciement qui ne lui a pas été versée, l'indemnité compensatrice de préavis qui ne lui a pas été versée, les congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis. Et enfin, bien sûr, que fera l'avocat ou le salarié, mais que fera l'avocat saisi par son client? Il ne va pas se contenter de demander des dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail. Il va aussi solliciter des dommages-intérêts pour tous les manquements qu'il va pouvoir étayer, démontrer, inhérents à l'exécution du contrat de travail. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme manquement? Manquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de loyauté, manquement à l'obligation de formation, et j'en passe. Donc le salarié, finalement, qui n'aurait pas eu initialement l'idée d'engager une procédure prud'homale contre son employeur, va, par ce biais, finalement, utiliser cette procédure ultra rapide pour non seulement solliciter des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail requalifié en licenciement, nul ou sans cause réelle et sérieuse, mais également couvrir tous les manquements que le salarié va pouvoir démontrer au cours de l'exécution du contrat de travail, alors qu'il ne l'aurait peut-être pas fait. Quelles sont les conséquences pour le salarié? Quelles sont les conséquences pour l'employeur? Pour le salarié, on se retrouve dans la même situation que lorsque le salarié saisit le conseil de prud'homme pour une prise d'acte de la rupture. Les conséquences peuvent être dramatiques. Le salarié saisit le conseil de prud'homme et fait valoir des motifs légitimes, évidemment, sinon il n'aurait pas saisi le conseil de prud'homme, fait valoir des motifs légitimes
pour demander la requalification de sa présomption de démission en licenciement. Le Conseil de prud'homme va analyser ces motifs légitimes, exactement comme dans une prise d'acte. Et à l'heure actuelle, la jurisprudence sur la prise d'acte est plutôt défavorable aux salariés, puisque le salarié qui va demander la requalification d'une prise d'acte, donc là ce sera pareil, qui va demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en licenciement nul, doit démontrer que l'employeur a commis des manquements graves qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, et récent, même si la jurisprudence a un petit peu changé. Et là, le salarié, il va bien falloir qu'il démontre ses manquements. S'il ne parvient pas à les démontrer, ou s'il n'a pas suffisamment de preuves de ces manquements, qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil de prud'homme va juger que la présomption de démission est effectivement une démission. Et démission, ça signifie quoi? Privation des indemnités Pôle emploi. Donc, le salarié aura engagé une action, engagé des frais et se retrouvera le bec dans l'eau avec une présomption de démission qui est véritablement qualifiée de démission et pas d'indemnité versée par Pôle emploi et pas de requalification en licenciement, donc pas d'indemnité de la part de l'employeur non plus. Pour l'employeur, quel est le danger de cette procédure? Si le salarié, cette fois-ci, démontre les manquements de l'employeur ou fait valoir un motif que l'on trouve dans l'article 1237.1.1, l'employeur va se voir condamné à une requalification de la présomption de démission en licenciement, soit nulle, soit sans cause réelle et sérieuse, et va se voir condamné à des dommages-intérêts. Donc à partir de là, la question se pose quand même pour l'employeur de savoir s'il est véritablement intéressant pour lui d'utiliser cette présomption de démission. Pourquoi? Parce que, en tant qu'avocat salarié, qu'est-ce que je vais faire lorsqu'un salarié client va venir me voir? Lorsqu'il aura été, j'allais dire victime, lorsque l'employeur, on va dire, aura mis en œuvre la procédure de présomption de démission, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser n'importe quel manquement que l'on va trouver dans l'exécution du contrat de travail pour saisir le Conseil de prud'homme. Et l'employeur va se retrouver avec une procédure prud'homale, avec le risque de condamnation. Non. Là-dessus, me répondre quand on est côté entreprise, n'importe quel motif ou manquement, la loi précise bien un motif légitime. Donc, le salarié n'a pas tout pouvoir à ce niveau-là. Il y a une interprétation qui doit être stricte, objective et matériellement vérifiable. Mais là où je rejoins Sandrine, c'est que quand on voit le nouveau dispositif qui a été mis en place, les incertitudes qu'il y a à la lecture de texte pondu rapidement, comme pour le questionnaire, le question-réponse ministériel, qui dit parfois tout et son contraire. Moi, j'ai envie de dire que la prudence est plutôt de mise sur ce dispositif et que si un salarié vient justifier d'un motif que vous pourriez considérer comme illégitime, moi, ma préconisation serait de ne pas rentrer dans ce dispositif de démission présumée, au risque de vous exposer effectivement derrière à un contentieux prud'homme avec des indemnisations possibles qui peuvent être parfois assez importantes selon le profil du salarié, salaire, moyen, ancienneté. Donc attention à ce dispositif, à utiliser avec précaution, je pense, et surtout une grande prudence dans son utilisation. On a quelques questions, après en live, on peut se poser des questions. Il y en a déjà quelques-unes qui arrivent sur le Teams. La première, c'est plutôt une réflexion. La nouvelle mode n'est plus à l'abandon de poste, mais à la demande de RC sans démissionner. Si on répond par la négative,
Le salarié vient, ne fait rien à son poste et attend qu'on le licencie pour faute, avoir le droit à Pôle emploi, sans compter le risque de prise d'acte, plus l'impact vis-à-vis des collègues. Donc, question, que fait-on contre ce nouveau phénomène? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, un salarié, au-delà de cette présomption de démission, qui vient à son poste de travail, qui ne fait rien, je le mettrai face à ses responsabilités, je me conserverai la preuve qu'il ne fait rien à son poste de travail, je le mettrai en demeure de reprendre son poste de travail, comme si vous constatiez un nouveau manquement. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, à mon sens, la première infraction, j'ai envie de dire, s'il ne vient pas travailler le lundi, enfin s'il vient à son poste sans rien faire le lundi, le mardi, vous allez difficilement pouvoir justifier de son licenciement. Donc, il faudra un manquement plus ou moins long, mais là aussi, ça va dépendre. Si le salarié, ça fait 15 jours qu'il est chez vous, au bout de 2 jours, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si ça fait 15 ans qu'il est chez vous, une journée sera peut-être insuffisante pour constater un manquement sur la déloyauté qui serait grave, qui empêcherait la poursuite du contrat de travail. Donc, vigilance, oui, chaque situation sera différente, mais que fait-on contre ce nouveau phénomène? J'ai envie de dire, votre pouvoir de direction d'entreprise, un salarié qui vient mais qui ne veut pas travailler ou qui dénigrerait l'entreprise pour vous pousser à le licencier, à un moment, il va obtenir ce qu'il veut, à savoir un licenciement. Parce que vous êtes obligé de réagir, ne serait-ce que par rapport aux autres collègues, en disant attendez, lui en réunion il fait rien, il joue sous son téléphone et nous on travaille, il vient faire une formation, il s'en va, il se lève, il me perturbe. À un moment vous sanctionneriez ce type de comportement, même s'il n'avait pas demandé une RC avant. Donc là c'est votre pouvoir de direction. Alors moi j'ai un élément de réponse aussi parce que j'ai réfléchi à la question en tant que salarié. À partir du moment où l'abandon de poste, qui était la solution miracle pour le salarié pour se faire licencier et bénéficier de Pôle emploi, ne fonctionne plus puisqu'il y a cette présomption de démission, il y a 1000 autres façons pour le salarié de se faire licencier sans abandonner son poste. Les 1000 autres façons passant par j'arrive en retard tous les matins à 10h, je repars à midi. Et ben voilà. Ou bien, c'est ça, c'est normal. Ou bien, je viens dans l'entreprise, j'insulte tout le monde. Mais 1000 autres façons de se faire licencier, sachant que dans ce cas, le seul objectif pour le salarié, c'est que l'initiative de la rupture vienne de l'employeur. Et une fois qu'il sera licencié, il bénéficiera de Pôle emploi. Donc, ça partait d'une bonne intention, hein, la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Mais ça risque finalement de revenir en effet boomerang pour les employeurs qui vont se retrouver avec des salariés qui commettent des choses parfois totalement absurdes dans le seul but de se faire licencier. C'est vrai. C'est un salarié qui insulte ses collègues, quelqu'un qui est dans un entre-deux. Après, il faut avoir la preuve de la faute. Dans l'exemple que vous citez dans la salle, la question c'était, parce que je crois qu'ils ne nous entendent pas à distance, c'était j'ai un salarié comme ça, vous avez dit il y a un refus de RC et le salarié vient une demi-heure en retard tous les matins. Donc, que fait-on? Imagine, alors je ne sais pas combien d'années d'ancienneté il a, mais s'il a 10 ans d'ancienneté, 30 minutes de retard tous les matins, est-ce que vous allez le licencier faute grave pour une demi-heure? La question se pose que si vous allez le licencier pour ça, derrière, il pourrait dire attendez, j'ai 10 ans d'ancienneté, une demi-heure tous les matins, les horaires de bus ont changé ou j'en sais rien, il peut trouver plein d'excuses. Le conseil de prud'homme, il va dire quoi? Et il pourrait vous retoquer votre licenciement et pour le coup, c'est tout bénef pour le salarié. Alors moi, j'ai vu le cas d'un salarié avec ce dispositif n'existait pas encore, c'était le refus de RC. Et en fin de compte, il tardait dans le rendu de son travail et il était en télétravail. Et puis, il finissait par nous dire j'ai pas de réseau, mon téléphone ne fonctionne plus. Alors que ça faisait 10 ans que ça se passait comme ça. Donc, il a été licencié pour faute grave. Bien évidemment, il allait devant le conseil de prud'homme. On a pu mettre en avant que c'était une stratégie de la part du salarié. Donc, du coup, il a été débouté au prud'homme et aussi débouté à la cour d'appel. Donc, on n'est pas sans munitions, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ce comportement-là, mais il faut vraiment mettre en évidence, je pense, le refus de RC et le fait que ça a déclenché un comportement fautif. Et la faute, c'est pas tant la demi-heure
de retard, c'est plutôt la volonté de vous pousser à le licencier et pour justement justifier derrière que c'est une faute grave sur la loyauté, sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Normalement, c'est un des premiers principes du contrat de travail, de la relation entre un employeur et un salarié, c'est l'exécution de bonne foi dans les deux sens. J'anticipe ta réponse, mais c'est dans les deux sens. Donc là, à mon avis, faut vraiment bien motiver son licenciement, mais pas que sur la faute qui peut paraître anodine, mais qui a des importances derrière. Tout à fait. Ouais, refaire tout l'historique. Mais je veux dire, on est en train de débattre, c'est que si c'est plus la bonne, peut être autre chose, et voilà, de toute façon, parvenir au licenciement. Ouais. Voilà. Effectivement, on a des débats de... Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai une autre question sur le Teams. Oui, apporter juste un détail. Tout à l'heure, j'ai évoqué des jurisprudences très rares, mais qui n'étaient pas favorables aux salariés dans le cadre des démissions et de la volonté claire et non équivoque de démissionner. Et il y a quelques arrêts qui nous rappellent que si le salarié a émis le souhait par écrit ou par attestation si c'est oral, de vouloir rompre son contrat de travail uniquement dans le but de percevoir les indemnités Pôle emploi, et donc ne vient plus travailler en disant de toute façon, moi, tout ce que je veux, c'est bénéficier de Pôle emploi. La Cour de cassation, dans une poignée d'arrêts, a dit dans ce cas-là, il y a volonté claire et non équivoque de démissionner. Donc, on peut peut-être utiliser cela éventuellement. Et puis, rien ne vous interdit de communiquer avec Pôle emploi. Hein. C'est-à-dire que dans la transparence administrative, lorsque vous êtes confronté à ces situations-là, Pôle emploi, normalement, vous envoyez une attestation Pôle emploi, vous pouvez avoir des échanges, donc dire, voilà, moi, qu'est-ce que je fais face à un salarié comme ça? Ils vont dire, nous, effectivement, comme tu dis, la jurisprudence peut considérer que c'est une perte volontaire de l'emploi. Il a cherché à se faire licencier, et donc, même si ça reste un licenciement, il peut y avoir des décisions locales qui viendraient dire pas d'indemnisation. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ça doit être les juridictions auxquelles tu fais référence. Des licenciements par abandon de poste ont pu priver certains salariés, selon les décisions des agences Pôle emploi, des indemnisations chômage. Alors, deux questions entre-temps qui arrivent. Donc, savez-vous ce qu'il en est de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance si la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse? C'est une des conséquences. Ça aurait dû être un licenciement, donc il pouvait prétendre à sa portabilité. Mais ouais, la question se pose et ça pourrait donner lieu à des demandes en contentieux. Soit la portabilité, l'organisme de prévoyance peut faire de la rétroactivité, mais je suis pas sûr, effectivement, en termes de régulation, soit effectivement dommage et intérêt pour perte d'un droit ou perte d'une chance. L'autre question, avez-vous rencontré des soucis pratiques en consultation client sur cette nouvelle procédure de présomption de démission? Si oui, lesquelles? Alors, c'est assez récent, mais j'ai eu le souci, moi, de la question de la démission écrite. Il y a des conventions collectives qui vous disent que la démission doit forcément se faire par écrit. Parce que la loi ne prévoit rien, ça peut être oral ou écrit. Tu le disais tout à l'heure, un salarié qui se sent en disant j'en ai marre, je démissionne et je ne reviendrai pas. Bon, est-ce que c'est équivoque ou pas? Considérons que c'est clair et non équivoque. La démission peut être orale. Mais des conventions collectives vous disent que ça peut être écrit. Et dans ce cas-là, quid de mon nouveau dispositif légal? Rien n'est précisé. Le ministère, dans une des questions-réponses, dit qu'on peut s'exonérer de l'écrit malgré une disposition conventionnelle. Mais comme il est très sûr de lui, il rajoute, cependant, afin d'assurer une meilleure lisibilité de cette articulation, il est recommandé
de mettre à jour les conventions collectives. Donc, en gros, pas besoin d'écrit, même si c'est une convention collective, mais dans le doute, faites une convention collective. Voilà. Donc, moi, c'était la problématique. Après, en principe, comme c'est une présomption de démission, il n'y aurait pas besoin d'écrit. Pour ma part, je n'ai pas encore eu la question. Je n'ai pas l'impression que ça ait pour l'instant trop touché les salariés qui restent encore sur l'idée que pour beaucoup, l'abandon de poste va leur permettre d'obtenir un licenciement. Donc, soit il n'y a pas eu une communication suffisante auprès des salariés dans le monde du travail. Ça viendra de toute façon, hein, puisque c'est quelque chose de récurrent, l'abandon de poste. Des licenciements pour faute grave plutôt que d'utiliser Cette présomption. Essuyer les plâtres, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très pour de partir. Oui, allez-y, lancez-vous. Ah ben non, c'est sûr, là, ce qui est dit en ça, c'est qu'effectivement, les employeurs sont plutôt réticents. Hein. Il y a trop d'incertitudes sur ce dispositif avec des conséquences pouvant être importantes pour l'entreprise. Donc, vigilance. Moi, les autres soucis que j'ai pu rencontrer dans la consultation auprès de clients, c'est est-ce que tel motif est légitime ou pas? Alors, l'exemple de la voiture, bah, c'est un exemple concret, mais ça peut être tout autre motif en disant bah, j'ai une angine, je suis malade, mais il va pas voir son médecin ou parce qu'il n'a pas de rendez-vous avec le médecin. C'est légitime parce qu'il est malade, mais il n'a pas de justificatif médical. Est-ce que je vais sur la démission ou pas? Moi, à partir du moment où un salarié évoque un motif, légitime ou pas, je ne rentrerai pas dans le dispositif. Les conseils de prud'homme, lorsque le salarié a pris acte de la rupture et lorsque le conseil de prud'homme requalifie la prise d'acte en démission, ben, n'hésite pas à condamner le salarié à rembourser à l'employeur son préavis. Alors là, on est sur des préavis moindres parce qu'il s'agit d'une démission, mais il n'en reste pas moins que pour le salarié, ça fait une somme et qui ne s'attend peut-être pas, en faisant cette action, à avoir une condamnation à rembourser le préavis à l'employeur. Exactement. Non, il ne peut pas faire son préavis. Donc, le risque, c'est qu'il ait à le payer. Autre question en ligne. Est-ce que la signature de l'accusé de réception de la démission par le salarié est considérée comme une preuve de son souhait de démissionner? Donc, la question, alors l'accusé de réception de la démission, c'est-à-dire que c'est le courrier par lequel l'employeur acterait de la présomption de démission ou juste l'accusé de réception Non, en fait, bonjour, habituellement chez nous, on demande un écrit pour les démissions. Donc, ils font un écrit. D'accord. Et derrière cet écrit, on accuse réception de cet écrit une semaine plus tard pour lui laisser le temps, entre guillemets, de ne revenir ou pas sur sa décision. Et une semaine plus tard, on fait un accusé de réception en disant qu'on a bien accusé réception de sa demande, que son contrat s'arrêtera à X date comme il le souhaitait. Et ce document-là, on lui remet contre signature. D'accord. Alors là, on est sur un dispositif un peu différent. Effectivement, je comprends la façon de faire et j'adhère. Hein. Ça permet de reconfirmer le souhait du salarié de sa démission et que ce soit clair et non équivoque. Dans le cas de la présomption de démission, bah, si l'employeur a mis toutes les mentions dans la mise en demeure, à savoir demande de justificatif d'absence, de reprise au poste, et que s'il ne répond pas dans les 15 jours, ça vaut présomption de démission, dans l'absolu, l'entreprise, à l'expiration du délai, pourrait envoyer les documents de fin de contrat et c'est terminé. Moi, je peux connaître quand même de remettre. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas repris votre poste, conformément à la mise en demeure que je vous ai envoyée. Vous êtes donc présumé démissionnaire. Voici vos documents de fin de contrat. Mais si le salarié, ça n'appelle pas de réponse normalement de la part du salarié, ni de signature d'accusé de réception, à part la réception du recommandé, si c'est envoyé en recommandé, puisque je rappelle que les documents de fin de contrat
sont quérables et pas forcément portables. Donc, vous pourriez laisser tous les documents de fin de contrat au siège de l'entreprise et laisser venir le salarié les récupérer. À ce moment-là, peut-être lui faire signer l'accusé de réception de la démission, mais pour moi, ça ne vaudrait pas preuve de volonté de démissionner. Ça peut être un indice, mais pas une preuve ultime. Moi, je rejoins complètement Pierre. Pour moi, ce n'est absolument pas la preuve d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner, parce que ce qui vaut manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner, ce sont les circonstances, et pas le simple fait de signer une démission, et encore moins l'accusé de réception de démission. Donc, c'est au cas d'espèce et au regard des circonstances entourant la démission. Par ailleurs, la jurisprudence depuis 36 ans est très claire sur ce point. C'est pas parce que le salarié a fait une démission sans réserve que pour autant ça vaut démission en réalité, puisqu'il peut tout à fait ultérieurement préciser que s'il a démissionné, c'est en raison des manquements de l'employeur, et demander la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture s'analysant en licenciement, et avec condamnation possible de l'employeur. Donc, je ne pense pas que ce système-là d'accusé de réception de démission soit un vaccin contre une éventuelle action prud'homale à l'encontre de l'employeur. Parfaitement d'accord. Après, s'il signe ou si la lettre de démission est sans réserve, alors s'il met 6 mois pour saisir le conseil de prud'homme, bon, ça pourra jouer en sa défaveur pour faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surtout si il est parti pour un autre emploi et que finalement il y a une rupture de période d'essai, ils disent mince, j'aurais peut-être pas dû démissionner, et qu'à rebours ils se disent tiens, je vais peut-être aller faire un contentieux prud'homme. Ça, on le voit dans certains dossiers. Donc voilà, ça reste des indices, mais effectivement, c'est pas une preuve infaillible, loin de là, d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. Mais là, on est reparti sur la démission et plus sur la présomption. Je ne vois pas. Est-ce que vous avez d'autres questions en ligne, en salle? Une. La liberté de l'employeur de choisir le licenciement de la présomption a été retirée. Est-ce qu'il ne faut pas y voir ce retrait une position d'administration finalement qui est rétropédale et pour l'employeur a le choix entre deux licenciements ou la présomption? Non, alors toute question-réponse a été retirée, pas que cette question-là. Non, tout a été retiré. Il y a d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est le syndicat FO qui a fait une action pour obtenir l'annulation du question-réponse, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne font pas de droit, c'est un question-réponse. Ça n'a pas de valeur juridique. Hein. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement, c'est une position de l'administration. Alors même si c'est opposable à l'administration, etc., d'un point de vue juridique, ça ne vaut rien. Ça nous donne les grilles de lecture, bien sûr. Mais si on vous oppose une question-réponse, c'est le juge qui peut trancher derrière. Je vais vous lire la déclaration du ministère au moment même où ils ont retiré la foire aux questions du site, qui était assez amusant, à mon sens. Compte tenu des interrogations soulevées par cette foire aux questions et également portées dans le cadre de contentieux contre la foire aux questions auprès du Conseil d'État, il est apparu que celle-ci ne permettait pas, en l'état, contrairement au but poursuivi, d'éclaircir les modalités d'application du nouveau cadre juridique. C'est pourquoi le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion a décidé de retirer de son site la foire aux questions relative à la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié. Voilà. En gros, on jette l'eau du bain presque avec le bébé et débrouillez-vous avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires en direct ou en ligne? A priori, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Et vous, qu'en pensez-vous de cette présomption de démission dans le cadre de vos activités respectives? C'est tout frais.
Effectivement, j'ai eu la même analyse de l'application. C'est ça que je commençais à me pencher sur. Bah là, en ligne, c'est on n'ira pas, par exemple. Ah oui, après, il y a toute l'attitude pour l'employeur de faire un licenciement pour faute sur un tout autre motif, hein, très clairement, comme tu Oui. disais tout à l'heure. Mais refus d'exécuter le travail, voilà, ne pas utiliser le terme abandon de poste. Après, voilà, le salarié ne va pas venir se plaindre d'avoir été licencié parce qu'il va toucher son indemnité Pôle emploi. Après, vous aurez le petit malin qui va vous dire bah tiens, je vais peut-être aller au prud'homme parce que le motif il est peut-être contestable, mais en termes de bonne foi devant un conseil, voilà, en termes de sérieux, ça va peut-être aussi compliqué. Donc, on a peut-être nous aussi en tant qu'avocat un rôle là-dedans. Vous avez un salarié qui vient vous voir en disant je voulais pas être démissionnaire, donc j'ai fait une fausse vraie faute. Comme ça, il m'a licencié, mais j'ai quand même envie d'aller l'embêter. Bon, oui, c'est un dossier, mais devant un conseil de prud'homme. Faut pas oublier, c'est une juridiction paritaire, deux conseillers salariés, deux conseillers employeurs. Donc les employeurs, ils ont les mêmes problématiques que nous actuellement. Ils vont se dire bon bah lui il abuse un petit peu, on va le débouter, éventuellement procédure abusive. On a des armes aussi en tant qu'entreprise pour contrer une procédure peut-être un peu facile pensée par un salarié pour aller récupérer quelques euros à l'encontre de l'employeur qui n'avait pas voulu initialement une rupture conventionnelle ou autre. Des temps partiels, donc un risque contentieux faible, je pense qu'ils vont aussi faire cette procédure un peu en punitif. C'est dur à dire, hein. Mais vous dire, très bien, les salariés, il y a beaucoup d'assurance injustifiée, etc., en disant c'est fini, maintenant on passe à ça aussi pour essayer, c'est un peu dur, hein, mais de réduire peut-être le turnover de leurs salariés. Oui, tout à fait. Peut-être des stratégies d'entreprise où le risque financier sera faible. Ouais. Et ces clients-là étaient peu volontiers, même avec les risques de mensualité. Je ne voulais pas aller dans le sens où, parce qu'il fait ça, il me met dans une position délicate pour justement avoir ce droit de l'emploi, je ne vais pas lui faire. C'est plaisir. C'est vrai que c'est. Alors, oui, effectivement, hein, se positionner sur ce dispositif, oui, l'ancienneté du salarié va jouer, forcément, avec les impacts derrière. Si vous avez moins un an d'ancienneté, bon, plutôt que de le traîner pendant un mois avec des absences d'une demi-heure, comme vous disiez, voilà, je prends le risque, un mois de salaire. Là, j'ai une autre question en ligne, c'est le fait que l'employeur puisse réclamer devant un CPH une indemnité de préavis, n'est-il pas de nature à réduire fortement le contentieux en la matière et donc l'intérêt du BJ direct, la prise de risque pour le salarié étant forte? Alors, moi, je peux répondre en tant qu'avocat de salarié. Vas-y, je répondrai après en tant qu'avocat d'employeur. C'est exactement la même chose que pour la prise d'acte il y a quelques années. Lorsque, alors la prise d'acte, pour rappel, lorsque ça a été créé c'est une création prétorienne en 2006 de mémoire, il suffisait que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail, aille devant le conseil de prud'homme, et le conseil de prud'homme devait, dans tous les cas, considérer que c'était un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, en voyant ça, a rétro-pédalé. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Et dans les années qui ont suivi, 2007, 2008, finalement, a dit, Aremoca, pour ceux à qui ça parle, dorénavant, lorsque vous prenez acte de la rupture, il peut y avoir des conséquences. Les conséquences, pas tout à fait favorables aux salariés tout le temps. À savoir que si les manquements sont fondés, eh bien, OK, c'est une prise d'acte de la rupture qui s'analyse en un licenciement. Mais si une prise d'acte n'est pas fondée, ça s'analyse en une démission. Et là, ça a mis un coup de frein monumental aux prises d'acte, d'une part, et puis aux saisines du conseil de prud'homme, d'autre part. Et moi, j'ai toujours dit aux salariés que c'était hyper dangereux et qu'il ne fallait pas le faire. Parce que quand les conseils de prud'homme ont commencé, justement pour mettre finalement un terme aux prises d'acte, à condamner les salariés
au paiement du préavis. Des salariés se trouvaient à payer 3 mois de préavis, 15 000 euros à sortir comme ça de leur poche alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Ça a mis un frein direct. Mais pour contrebalancer ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur le terrain de l'exécution. Donc, c'est sûr, on conteste la rupture, mais sur le terrain de l'exécution, on va demander 1000 autres dommages-intérêts sur la durée du travail qui a été mal exécuté, sur l'exécution de mauvaise foi de la part de l'employeur, pour contrebalancer la possible condamnation au préavis. Donc, est-ce que ça va réduire le contentieux? À mon sens, un peu, mais pas tant que ça. Après, sur la multiplication des demandes, bon, ça c'est mon côté plutôt avocat d'employeur, qui fait que ça peut perdre un conseil de prud'homme et faire perdre en crédibilité l'action du salarié ou des salariés qui agissent ainsi. Et puis, les conseillers prud'homme ne sont pas dupes, fort heureusement. Mais sur la question qui est posée, pour moi, l'employeur ne pourrait pas réclamer une indemnité de préavis, puisqu'on n'est pas sur une prise d'acte, on est sur une démission. Et la démission déclenche le préavis. Il sera exécuté, non rémunéré s'il ne vient pas, ou dispensé, rémunéré par l'employeur s'il a un mauvais conseil. Mais dans l'absolu, pour moi, l'employeur ne pourra pas demander une indemnité compensatrice parce que le salarié n'a pas exécuté le préavis, parce que justement, il y a un préavis. Il n'est pas effectué, mais il y a un préavis. Après, peut-être des dommages d'intérêt pour avoir abandonné son poste, avoir désorganisé l'entreprise. Ça peut peut-être créer de nouvelles demandes prud'homales, mais pas sur la notion de préavis, à mon sens. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais on verra à l'usage. Non, mais là, c'est la question de l'employeur qui va réclamer aux salariés. Oui, le préavis de démission que le salarié n'a pas effectué puisqu'il n'est pas là. L'employeur pouvant considérer que ça paye 2 mois, par exemple, préavis non effectué, donc non payé. Donc, c'est pas une prise d'acte, ça reste juridiquement une démission. Oui, mais c'est pour ça, là, on est sur prise d'acte, démission, mais sur démission, comme il y a préavis, je pense pas qu'un employeur puisse, en tout cas, moi, c'est l'argument que je poserais. Tant mieux. Hein. Bah oui. Ah oui, non, mais là, l'idée, c'est pas de dire n'importe quoi, même si on est côté employeur, c'est voilà, donner ce qu'on pense réellement du droit. Donc, non, je pense pas que ce soit justifié à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a un message qui apparaît, peut-être. En cours d'écriture, je ne sais pas si c'est une question ou un au revoir, le temps passant. Je retiens. Non, c'est bon, donc voilà. On a un peu dépassé le timing. Avez-vous d'autres questions ou des interrogations, des observations? Oui. Oui. Donc la question qui était posée, c'est est-ce qu'on enverrait la présentation? Donc oui, tous les participants la recevront par mail, j'imagine. Voilà, par mail. Et manifestement, le casse-croûte d'aujourd'hui est également diffusé sur YouTube si vous voulez revoir ou réécouter la présentation. Merci à tous. Merci à ceux qui sont à distance.